Bonjour, bonne et heureuse année à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va parler des nouveautés à paraître en janvier 2025 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, en cas d'oubli ou d'erreur, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On va commencer par Urban Comics, qui nous fait une rentrée très super-héroïque et presque 100% DC Comics. Le seul titre indé au programme du mois, c'est le premier numéro de The One Hand and the Six Fingers. Il s'agit en fait de deux séries, The One Hand d'un côté par Ram V et Lawrence Campbell, et The Six Fingers de l'autre par Dan Watters et Sumit Kumar, mais deux séries qui racontent la même histoire, chacune d'un point de vue différent. Dans The One Hand, on suit l'enquête d'un inspecteur sur le point de partir à la retraite et qui se retrouve à enquêter sur un meurtre dont le mode opératoire est identique à celui d'autres meurtres sur lesquels il a enquêté des années plus tôt et dont il a envoyé les responsables en tôle. Et dans The Six Fingers, on suit les mêmes événements, mais du point de vue de celui dont tout indique qu'il est le tueur. Tout ça se présente donc sous la forme d'une enquête policière, mais il s'agit avant tout d'un récit de science-fiction, situé en 2873 à Neo Novena, un futur lointain qui ressemble pourtant beaucoup à nos années 60, à l'exception de quelques éléments comme la présence d'androïdes. C'est important à préciser parce que, si ce que vous attendez d'un récit policier c'est une résolution du style « Le colonel Moutarde dans la salle de bain avec le chandelier », vous risquez quand même d'être très déçu. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'ici on aura seulement le premier numéro de chaque série, et que la publication du titre se poursuivra à un rythme mensuel jusqu'en mai prochain. C'est le pari qu'a fait Urban Comics, proposer ces séries sous forme de quasi-fascicules, 72 pages pour ce premier volume, 64 pour les suivants, chaque volume étant vendu 7,90€. Sauf si, pour ce premier numéro, vous optez pour la version avec ex-libris et coffret pouvant accueillir les 5 numéros de la série, auquel cas il vous en coûtera 13,90€. Au total, même sans le coffret, il vous en coûtera donc 39,50€ pour lire l'intégralité de ces deux séries, soit 2 fois 5 épisodes. Reste à voir la qualité de l'édition, mais pour les lecteurs VO économes, on conseillera plutôt le trade paperback que vient de publier Image Comics, qui propose l'intégralité des deux séries pour 20$. Du côté des super-héros, si l'événement de ce début d'année chez Panini c'est Blood Hunt, chez Urban c'est plutôt Absolute Power, un event orchestré par Mark Waid et qui met en scène les grandes figures de l'univers DC face à Amanda Waller et ses alliés. Voilà une histoire dont les premiers éléments de l'intrigue avaient été mis en place à la fin de Dark Crisis on Infinite Earths et qui va donc trouver sa conclusion ici. Il s'agit du premier des 3 volumes qu'Urban consacre à cet event, le dernier paraîtra en avril prochain, 3 volumes qui réuniront l'intégralité des épisodes publiés par DC Comics dans le cadre de cet event, soit une 30aine d'épisodes en tout. Outre la mini-série en 4 numéros qui constitue le cœur de cet event, par Mark Waid et Dan Mora, les titres majeurs de l'univers DC seront également touchés, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et Green Arrow, qui jouent un rôle crucial dans ce récit, tandis que les autres héros interviendront dans les pages de la mini-série en 7 numéros Absolute Power Task Force 7, dont chaque numéro est réalisé par une équipe différente. Avec tout ça, j'ai pas encore dit de quoi parle Absolute Power. En une phrase, il s'agit du plan mis au point par Amanda Waller pour priver les héros, mais aussi les vilains, de leurs super-pouvoirs, et pour les emprisonner. J'avais pas grand-chose de positif à dire sur Blood Hunt. Est-ce que Absolute Power, c'est mieux ? Un petit peu. Disons que le début, quand Amanda Waller met en branle son plan, est plutôt prometteur, que la suite est assez prévisible et que la fin est carrément bâclée. L'ensemble est pas mal écrit et dessiné, à commencer par la mini-série éponyme par Mark Waid et Dan Mora, et on a quelques bonnes surprises, comme les épisodes de Wonder Woman par Tom King et Tony S. Daniel, qui préfèrent s'amuser de tout ça plutôt que de le prendre au sérieux. Au final, pour lire l'intégralité d'Absolute Power, il vous en coûtera un peu plus de 80€. Est-ce que ça les vaut ? De mon point de vue, non. Après, c'est vous qui voyez. Sorti le même jour du 2e et dernier tome de Dawn of Green Arrow and Black Canary, avec au sommaire, comme pour le précédent volume, les séries Green Arrow et Birds of Prey, Urban a décidé d'arrêter les frais alors que les séries en question se poursuivent aux États-Unis, et on retrouvera d'ailleurs les épisodes 13 à 16 de Green Arrow dans les pages d'Absolute Power. D'ailleurs, si vous comptez vous procurer ce volume, lisez-le avant Absolute Power, vu que les épisodes 9 à 12 en constituent une sorte de prologue. À part ça, j'ai un problème avec la fiche Urban de ce volume, et même plusieurs problèmes, à commencer par la pagination, 352 pages si j'en crois leur site, 304 d'après les différents sites de vente que j'ai consultés.
Problème également quant au sommaire, pour la série Birds of Prey sont annoncés les numéros 7 à 12, sauf que l'arc inclus dans ces épisodes se termine au numéro 13. Donc j'ose quand même imaginer que cet épisode figurera également au sommaire, mais ça s'arrêtera probablement là, vu que l'arc suivant qui démarre à l'épisode 14 est toujours en cours aux États-Unis. Donc, avec 13 épisodes en tout, je doute effectivement que le volume dépasse 304 pages. Mais au prix de 36€, contre 24€ pour le premier tome de 288 pages, ça nous ferait quand même une augmentation de 12€ pour 16 pages supplémentaires. Autant dire que si le premier tome est le seul des Down Of que j'ai acheté en neuf, pour celui-ci, ce sera sans moi. Tant pis, j'irai me consoler dans les bras de Poison Ivy, dont le tome 4 paraît ce mois-ci. J. Willie Wilson est toujours au scénario, Marcio Takara dessine les 3 premiers épisodes qui revisitent les origines du personnage, les 3 suivants qui mettent en scène l'affrontement final entre Poison Ivy et l'homme de la sève sont signés Heining. Et même si la série m'enthousiasme plus autant qu'à ses débuts, ça reste une lecture assez chouette dans l'ensemble. Tout comme Batman Superman World's Finest de Mark Waid et Dan Mora, même si je trouve cette dernière nettement plus irrégulière. Dans ce 5e tome, on a droit à des épisodes plutôt fun dans le genre zinzin, puisque Batman et Superman vont devoir faire face au terrible Bat-Mite et Mr. Mixie Spitlick. Et à côté de ça, les 8 autres titres du mois sont tous entièrement consacrés à Superman. À commencer par le volume 3 des Superman Chronicles de 1988, qui marque la fin du travail de John Byrne sur la série. On aura ainsi les numéros 21 à 24 de Superman, série que Byrne quitte au numéro 22 pour être remplacé par Roger Stern au scénario, le 23 étant dessiné par Mike Mignola et le 24 par Kerry Gamil. Adventures of Superman 443 à 447 sont quant à eux presque entièrement écrits et dessinés par Jerry Ordway, et c'est à cette période qu'Action Comics passe en hebdomadaire, avec 4 séries à suivre dans chaque numéro. On retrouvera donc dans ce volume tous les épisodes de Superman réalisés par Roger Stern et Curt Swan durant cette période. Et on aura enfin la mini-série World of Metropolis par John Byrne et Win Mortimer, qui se focalise sur l'équipe du Daily Planet. Je ne sais pas quel sera l'avenir de ces Chronicles, mais au moins on aura eu l'intégralité de la période Byrne, c'est déjà ça. À la fin du mois, on aura également une nouvelle édition du All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley. Est-ce que c'est en rapport avec la venue de Frank Whiteley à Angoulême ? Évidemment que oui. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le rencontrer et vous faire dédicacer votre exemplaire, faites-lui une génuflexion de ma part. Et pour finir, on a donc la 7e vague d'Urban Nomad, entièrement consacrée à Superman, avec du très bon et du plus discutable. De mon point de vue, le meilleur des 6 titres proposés, c'est très certainement Superman Les Origines, de Mark Waid et Neil Francis Yu. Un récit qui, comme son titre l'indique, revient sur les débuts de la carrière de Superman, à l'époque où il est encore à la recherche de ses origines et de qui il est véritablement. Et l'histoire est d'autant plus réussie que Mark Waid y met en scène un Lex Luthor absolument parfait dans le rôle du génie du mal. Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film, disait Hitchcock. La preuve en images dans ce récit, qui a en outre permis de mettre en lumière toutes les qualités de dessinateur de Neil Francis Yu. Autre lecture très recommandée, Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen. Là aussi, comme le titre précédent pour Neil Francis Yu, cet album a été une étape cruciale dans la carrière de Stuart Immonen, qui était déjà très bon avant, mais qui ici atteint un palier supplémentaire. De son côté, Kurt Busiek écrit une histoire sensible et touchante sur un gamin ordinaire qui a le malheur de s'appeler Clark Kent et qui va donc passer une adolescence pénible à subir les vannes lourdaudes de sa famille et de ses camarades de classe. Jusqu'au jour où il découvre qu'il possède les mêmes pouvoirs que Superman. Malgré le côté farfelu du pitch, Busiek s'initie un récit vraiment émouvant, encore une fois magnifié par les planches de Stuart Immonen. Je conseille en tout cas bien davantage ce titre plutôt qu'American Alien de Max Bendis, qui lui aussi met en scène un Superman très différent de celui qu'on connaît, un Superman que l'auteur semble voir détaché de l'image de Boy Scout qui lui colle à la cape, mais que pour ma part je trouve assez détestable, voire juste très con. Je sais que ce récit a ses fans, clairement j'en fais pas partie. Son seul intérêt à mes yeux, c'est sa partie graphique, chaque épisode ayant été confié à un artiste différent, parmi lesquels Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards, Jay Lee ou Joel Jones.
Plus intéressant à mon avis, Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Superman se lance à la recherche d'une petite fille kidnappée et détenue à l'autre bout de l'univers, une intrigue prétexte qui permet à Tom King de faire son portrait de Superman à travers un récit composite qui enchaîne des petites histoires très différentes les unes des autres. Ça peut paraître décousu, mais au final je trouve que ça fonctionne étonnamment bien et je ne sais pas si Andy Kubert a jamais été meilleur que sur cette histoire. Finissons ces Urban Nomad avec La mort de Superman, un récit qui a fait la une des journaux à son époque, mais dont l'intérêt 30 ans plus tard est à relativiser. Et puis Superman écrase le clan de Jin Yuan Yang et Guri Hiru, une histoire qui s'adresse avant tout aux jeunes lecteurs, située à la fin des années 40, et qui confronte une famille d'immigrés chinois au racisme de l'époque. Donc, globalement, tout ça nous fait une bonne sélection, à la fois variée et de qualité. Reste malgré tout à aborder le sujet qui fâche, la nouvelle grille tarifaire de la collection. Avec la précédente vague, on avait déjà eu une première augmentation d'€1 sur tous les titres. Cette fois, on a droit à une augmentation de 2 voire 3 € par titre. Concrètement, si on compare au prix de départ de la collection, qui s'appliquait jusqu'en janvier 2024, on est passé de 5,90 € à 8,90 € pour le prix d'entrée de gamme, de 7,90 € à 10,90 € pour la catégorie intermédiaire, et de 9,90 € à 13,90 € pour les titres de plus de 340 pages. Au bout du compte, ça nous fait une augmentation de 40% en un an, et même de 50% pour les titres d'entrée de gamme. Le seul point positif de tout ça, c'est que ces nouveaux tarifs ne s'appliquent pas aux titres précédemment parus, qui restent donc au même prix, mais avec cette nouvelle grille tarifaire, on est clairement plus sur le même genre d'offre qu'au début de la collection. Est-ce que ça va impacter les ventes ? Perso, je suis pas vraiment le public visé par cette collection, que j'achète que très ponctuellement, mais à ce nouveau tarif, ça risque de réduire à 0 mes achats Urban Nomad. C'est tout pour Urban Comics, passons chez Delcourt, qui démarre l'année avec le 3e et dernier tome de Dark Ride de Joshua Williamson et Andrei Bresson. Pas encore lu, mais les 2 premiers tomes étaient une vraie bonne surprise, espérons que la conclusion sera à la hauteur, on en reparlera dès que ce sera disponible. Sorti également de Gone, écrit et dessiné par Jock, 2e titre de l'éditeur Distillery que propose Delcourt. Une histoire de science-fiction au cadre très classique, une minorité qui baigne dans l'opulence d'un côté, une population qui vit dans la misère de l'autre, et une gamine, Abby, qui va réussir à se glisser dans un vaisseau de croisière, destination les étoiles. Je suis pas le plus grand fan du style graphique de Jock, mais je crois que j'aime encore moins son écriture. Gone souffre d'une narration parfois confuse, patauge dans les clichés, et nous sort de nulle part de nouveaux éléments à chaque fois que son intrigue a besoin d'avancer. Bref, c'est vraiment pas bon. On devrait pouvoir se consoler avec Hellboy et B.P. Hardy 1957, qui réunit 5 récits écrits par Mike Mignola et Chris Robertson, et dessinés par Sean Martin Brough, Lawrence Campbell, Allison Sampson, Stephen Green et Mike Norton. Là encore, on en reparlera plus en détail dès que ce sera sorti. Dernier titre au programme du mois, le 15e tome de Spawn Renaissance, toujours écrit par Rory McConville et toujours dessiné par Carlo Barberi. Chez Delirium, sorti de Crimson Flower, de Matt Kindt et Matt Lesniewski. L'histoire d'une jeune femme russe qui se lance à la recherche de l'homme qui a assassiné son père. Un récit très étrange dont on se demande longtemps s'il relève de la fable fantastique ou du thriller hallucinatoire. Réponse, les deux. Le scénario de Matt Kindt joue très habilement avec les codes du récit d'espionnage dans lequel il intègre tout un bestiaire issu du folklore slave et que met en image de manière très singulière Matt Lesniewski. Je suis à peu près certain que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est clairement ma recommandation du mois. Chez Glénat, sorti du nouveau Mirka Andolfo, Blasphemous. Et merci au passage à Sauve ton Geek qui m'a alerté sur cette sortie, sans quoi je serais passé à côté. Ceci dit, j'en sais pas beaucoup plus sur ce titre, si ce n'est qu'il est paru aux États-Unis chez Distillery, et que son histoire semble mêler idolâtrie pop et religion, mais bon, Andolfo est une artiste suffisamment singulière pour que ça mérite au moins un coup d'œil. Chez iComics, sorti de Post Americana, écrit et dessiné par Steve Skroce. Un récit post-apocalyptique assez dingo, qui met en scène d'un côté les descendants de l'élite autoproclamée des États-Unis, vivant à l'abri dans une montagne, et de l'autre une population qui tente de survivre aux radiations, aux maladies et aux cannibales en vadrouille. Ça n'aurait pas grand intérêt si Steve Skroce n'y insérait pas une bonne grosse dose de dinguerie, tant au niveau du scénario que des dessins, si bien que ce monde misérable explose dans tous les sens à longueur de page et que le résultat est assez jouissif.
C'est un titre dont iComics a annoncé la sortie il y a facile 3 ans. À l'époque, je leur aurais acheté très volontiers. Depuis, je me suis procuré la VO et j'en suis très content. Est sorti également du tome 2 de Rick et Morty, qui réunit les tomes 3 et 4 de la série précédemment parus. Chez Eugene Monin, sorti de Je suis Stanley de Tom Scioli. J'ai déjà parlé de ce titre au moment de sa sortie en VO, un titre qui fait suite à la biographie que Scioli avait consacrée à Jack Kirby. C'est un bouquin assez intéressant, mais on sent évidemment que l'auteur n'a pas le même attachement à Lee qu'à Kirby, et ça donne un livre peut-être plus factuel, mais aussi plus distant. Et pour terminer, chez Vestron, on signalera la ressortie du premier volume de l'intégrale Power Rangers par Kyle Higgins et Henry Prasetya, et celle de Godzilla in Hell, un recueil dans lequel on retrouve des artistes aussi doués que Dave Wachter ou James Stocco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.